Donc c'est la raison pour laquelle nous allons passer rapidement, puisque vous avez compris que là je suis dans l'obligation, je dirais, de balayer certains articles pour arriver dans le dur dans quelques minutes. Le rôle propre. Voilà. Qu'est-ce que le rôle propre? Le rôle propre consiste à initier, réaliser les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie. Il compense partiellement ou totalement une diminution d'autonomie et ou d'indépendance de la personne. Il initie la démarche clinique infirmière, initie les éléments de surveillance des actes de soins, encadrement, et il encadre tous les stagiaires en formation. Attention, la dimension administrative et la dimension liée à la formation continue est une dimension qui est très forte dans le cadre de la formation et de certaines questions au concours. Les stagiaires, ça on n'en parle pas, mais la dimension administrative correspond aujourd'hui quasiment à 20%. Selon l'article 43.11, initie les éléments de surveillance des soins. L'aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable, vérifie leur prise, surveille les effets d'éducation du patient et recueille les données biologiques. Le rôle prescrit. Alors, mademoiselle Vincent pose une question. Pouvez-vous par la suite faire parvenir... Alors, Eve Vincent, le PowerPoint et ce cours, vous l'aurez évidemment en replay à partir de demain 14h, et je dirais que c'est véritablement ce cours précisément qui mérite une deuxième écoute. Je dirais que celui-ci s'écoute et se voit plusieurs fois. Et donc vous le faites dans votre espace personnel, tout simplement. Donc le rôle prescrit. Donc vous avez compris que nous distinguons le rôle propre et le rôle prescrit. Nous entendons par rôle prescrit le fait de réaliser des actes de soins faisant suite à une prescription médicale, examen, traitement. La surveillance de ces actes de soins fait partie de son rôle propre. Pose et surveillance d'une perfusion, pose et surveillance d'une sonde urinaire, pose et surveillance d'une sonde nasogastrique. Je reviens sur le rôle propre. Initie et réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie. Surveille, il encadre, rôle prescrit, il réalise directement les soins conformément, je dis bien conformément, à une prescription écrite ou orale. L'infirmier applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. J'insiste sur soins d'urgence, vous allez comprendre. Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Attention à cet article. Très fréquemment, à l'oral, les jurys posent la question suivante. Vous n'êtes pas d'accord avec les soins à accomplir pour un patient et que le médecin vous a demandé. Que faites-vous? C'est-à-dire qu'il y a 10 manières de vous poser la question, mais le fond de la question est le suivant. C'est l'idée que le médecin puisse se tromper. Et on vous tend la perche, on veut voir comment vous répondez donc à ces différentes questions. Sous-entendu, vous vous adressez au médecin, sous-entendu, celui-ci a tort.
l'article 43.12 nous dit tout simplement que l'infirmière doit demander un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile. Donc vous voyez qu'ici, l'article répond directement à la question posée à l'oral. Donc Clotilde, vous me demandez la diapo précédente, donc celle-ci, je présume. Donc, si Clotilde souhaite revenir sur cette diapo, c'est que peut-être quelque chose fait problème. Donc, je reprends. Ici, c'est véritablement l'application de la prescription dont il s'agit. Et vous avez compris que ce qui est dit ici est à mettre en relation avec la diapo, celle d'après. Sous-entendu, l'article nous indique d'une manière très claire que l'infirmier doit demander au médecin prescripteur un complément d'information. Et de même, dans le sens inverse, l'infirmier doit communiquer au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. Vous voyez que ça va dans les deux sens. J'évoquais précédemment la situation d'urgence. Pourquoi? Eh bien, pour cette raison. Nous avons parlé du rôle propre et du rôle prescrit. Dans le cas de la situation d'urgence, et là, alors, il y a une multitude de déclinaisons et de questions possibles à l'oral. L'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants, soit en application d'une prescription médicale, sauf urgence et écrite, qualitative ou quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par un médecin. En l'absence du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas précis, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte-rendu écrit. Alors j'attire votre attention, en l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité. Dans le cas d'une situation d'urgence, il peut mettre en œuvre, il peut agir, je dis bien en l'absence du médecin. Mais, qu'est-ce qu'il met en œuvre? Des protocoles de soins d'urgence préalablement écrits. Donc vous voyez, en fait, dans le cas présent, cette initiative, c'est-à-dire le fait de répondre à une situation d'urgence, est préalablement prévue, préalablement écrit. Et ces actes conservatoires, ces actes donc qu'il initie dans l'urgence pour la survie de la personne, eh bien s'inscrivent dans quelque chose qui est d'ores et déjà prévu. Donc, vous avez compris qu'il n'y a pas une véritable autonomie de la part de l'infirmier. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, il y a une connaissance précise des protocoles. Donc, lorsque j'utilisais, durant les webinaires précédents, l'expression « bon soldat », vous comprenez pourquoi je m'attache à cette expression selon laquelle, selon moi, un infirmier est un bon soldat. Parce que celui-ci, même dans un cas qui relève de l'urgence, ses initiatives s'inscrivent dans des protocoles écrits. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, évidemment, vous imaginez que j'allais donc sortir du cadre. L'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Donc, bien évidemment que on ne peut pas tout écrire. Et donc, dans le cas précis, vous l'avez compris, il doit mettre en œuvre, en dehors des protocoles, les gestes ou, évidemment, joindre la personne ou conduire la personne dans le bon service. Lorsque les actes accomplis relevant du rôle propre sont dispensés dans l'établissement ou le service à domicile à caractère sanitaire, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants. Donc là, nous allons ouvrir un nouveau chapitre, puisque nous avons éclairé le rôle prescrit et le champ d'autonomie et la situation d'urgence. Là, dans le cas présent, c'est la relation de l'infirmier avec les subordonnés. Dans le cadre du rôle propre, il est question de l'aide-soignante, de l'auxiliaire de périculture et également la MP. Donc, lorsque les actes accomplis relevant du rôle propre sont dispensés dans l'établissement ou le service à domicile, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, d'assurer avec la collaboration d'aides-soignants, auxiliaires, QR, qui l'encadrent dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants qui l'encadrent. En d'autres termes, il y a évidemment co-responsabilité. Alors, Clotilde Mestag, est-ce qu'on a sur le profil de Visioprépa le replay? Oui, vous avez le replay. Bien. La loi Kouchner est vraisemblablement la loi qui vous concerne le plus au niveau de l'oral et du cadre, je dis bien le cadre du concours, au niveau des questions à l'écrit ou à l'oral concernant le métier. Bon, évidemment, comme c'est un concours d'infirmier, on se doute, on est en mesure de supposer qu'il y a un bon nombre de questions en relation avec le métier au sens très large. Donc il est relativement important, me semble-t-il, de comprendre les grandes lignes de cette loi. Je rappelle que c'est cette loi qui détermine le document dont je vous ai donné le 3W à télécharger, la charte de la personne hospitalisée. J'insiste pour la énième fois, téléchargez et apprenez cette charte. Je vois que plusieurs personnes viennent d'arriver, donc je rappelle que pour les derniers arrivants, si vous voulez poser des questions, il faut cliquer sur la petite flèche orange. Donc, la loi Kouchner fixe les conditions d'accès et la possibilité, le droit d'accès donc au dossier médical. Il permet au malade, à la personne hospitalisée, de refuser les traitements ou d'en demander l'interruption. Il oblige la désignation d'une personne de confiance. Et il fixe également la nécessité de rédiger des directives anticipées. Y a-t-il des questions concernant ces 4 points? Non? Pas de questions? La loi Kouchner, en fait, se résume en 5 points. J'ai essayé ici de vraiment faire une sorte de synthèse la plus simple et en allant à l'essentiel. Iman, vous posez une question. Non, le document à télécharger, c'est celui que j'ai indiqué au début du webinaire. Donc vous allez sur Google
et vous tapez directement charte de la personne hospitalisée. Charte de la personne hospitalisée. Bien. Relation médecin-malade de qualité, engagement, respect de la confidentialité, obligation donc d'efficacité, la transparence, nous avons vu précédemment. Les soins préventifs, l'accès aux soins et la participation aux décisions. Accès aux soins, ça signifie quelles que soient les personnes, sans discrimination. Voilà, donc c'est ce que nous avons vu précédemment, et l'accès au dossier médical. Alors, lorsque l'on parle du dossier médical, c'est un terme, on va dire, qui est général, et derrière le dossier médical, eh bien, il y a les informations formalisées, les différents échanges et diagnostics, tout ce qui est écrit, donc vous comprenez mieux pourquoi il y a 20% de tâches administratives, les résultats des examens, les consultations, en fait, tout, T-O-U-T, tout, l'intégralité. Il y a ici, vous l'avez compris, une traçabilité et le dossier médical, alors évidemment, le dossier médical, c'est aussi un pare-feu dans le cadre de complications juridiques, donc de plaintes, mais c'est aussi une traçabilité pour la continuité des soins. Donc lorsque vous serez amené, c'est fort probable, à parler du dossier médical dans le cadre donc, de questions plus particulièrement à l'oral, il faut bien que vous ayez en tête que le dossier, c'est pas simplement une feuille cartonnée avec 3 feuilles. C'est véritablement l'intégralité de tous les examens, de tous les comptes rendus, de tous les protocoles. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue dans l'article 1106 ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté. J'insiste sur le fait qu'en cas d'absence d'amis, de famille, etc., la personne a la possibilité de désigner en tant que personne de confiance le médecin. Ça correspond à des cas de personnes totalement isolées, en fait. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer. Ça, c'est ce qu'on entend par consentement, et il faut bien que vous compreniez la chose suivante. Rappelez-vous le concours blanc numéro 3. Vous aviez la question dans le cadre du concours sur l'euthanasie. Le paragraphe en gras disait en substance, les médecins sont plus formés au curatif et moins au palliatif. Bon. Et bien que c'est là vous comprenez mieux le sens de cette question du commenté expliqué du concours que nous avons vu. Il s'agit de montrer que au jour d'aujourd'hui, le médecin agit, c'est-à-dire qu'il utilise tout son armada pour, évidemment, lutter contre la maladie, avec uniquement le consentement de la personne, et sous la responsabilité de la personne, et conformément aux directives de la personne. Et donc c'est là où il y a un décentrement. C'est là où il y a, je dirais, une révolution copernicienne. Il y a un changement radical. Le médecin n'est plus l'empereur, celui qui fixe, qui désigne, qui décide. Il est
non pas un agent, mais disons qu'il partage les décisions, évidemment, lorsque l'on, lorsqu'il s'agit de décisions cruciales. Et c'est la raison pour laquelle le concours que vous aviez à traiter il y a un mois concernait les soins palliatifs. Mais pour ceux et celles qui ne comprenaient pas cette phrase en gras avec l'opposition curatif-palliatif et avec la loi Leonetti qui couronnait le tout, si on vous demandait de statuer, de comprendre pourquoi les médecins ont des difficultés au jour d'aujourd'hui à appliquer les directives selon la nouvelle législation et plus particulièrement donc la loi Leonetti et la loi Kouchner, c'est parce que, comme vous l'avez compris, le 100% curatif, le tout curatif, il y a vraiment, je dirais, l'idée de guerre, l'idée de vouloir éradiquer la maladie, ça, ce combat, eh bien, il laisse la place, à un accompagnement et surtout le fait, eh bien, de prendre en compte la réalité du malade. Puisque finalement, si on résume Kouchner, c'est véritablement la mise en avant et la mise au centre du malade, donc du dispositif des soins. C'est vraiment l'esprit de la Kouchner, couplé avec l'idée que le malade est vulnérable et que celui-ci doit évidemment avoir un accès direct à l'intégralité des documents que l'on a vus précédemment. Il est d'une importance capitale, je dis bien capitale, que vous compreniez vraiment le sens, je dirais, la fonction de la dite personne de confiance, et évidemment, vous allez retrouver un chapitre parmi les 11 chapitres de la charte donc de la personne hospitalisée. Ça fait partie donc d'un de ces chapitres, sous-entendu, chapitre, je ne sais plus lequel, si c'est le 5e, le 6e, peu importe, la personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant s'il n'y a pas de proche ou de parent, et qui sera consultée en cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Donc c'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, lorsque nous avons vu ensemble le sujet sur l'euthanasie, je vous ai donné une citation, l'interview de Marisol Touraine à Europe 1 ou à RTL, peu importe, où elle disait en substance, la loi Leonetti est incomplète, elle ne peut pas s'appliquer au cas Vincent Lambert. Sous-entendu, lorsque la personne est dans un coma profond, évidemment, elle n'a pas forcément désigné une personne de confiance, vous vous en doutez, et d'autre part, elle ne peut pas exprimer de directive anticipée. Cette désignation est faite par écrit et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne afin de l'aider dans cette décision. Lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance. Donc l'esprit de la loi ici, je parlais de la vulnérabilité, mais ce principe qui consiste à prendre le malade comme une personne vulnérable, il faut la mettre en parallèle avec l'idée du principe de bienfaisance. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intituler cette diapo « Esprit de la loi fondé sur le principe de bienfaisance à l'égard de celui qui est en situation de vulnérabilité ». Voilà, on revient sur ce concept clé et attention, il faut bien comprendre l'idée de vulnérabilité à partir des deux axes, c'est-à-dire vulnérabilité physique, psychologique du fait évidemment de la souffrance de la maladie, très bien, et également vulnérabilité compte tenu que la personne ne sait pas, puisqu'évidemment ce n'est pas une professionnelle des soins, donc maladie ignorance. Il faut bien que vous notiez ces deux principes. Le soignant soutient et soulage le patient de sa décision,
le patient se confie au soignant comme l'enfant à ses parents. J'aime beaucoup cette image. L'esprit de la loi, finalement, est très maternel. Ce qui justifie l'acte n'est pas le consentement, mais la finalité thérapeutique. Voilà. J'ai posé le décor. Je dis bien, j'ai brossé en reprenant les articles. Alors je m'excuse, c'est un peu rébarbatif, j'en conviens. Mais vous avez là tout le cadre strict, objectif, qui fixe les règles et le périmètre donc de l'infirmière. Évidemment, nous allons passer ensuite à la deuxième dimension qui nous occupe, à savoir comment soigner, quel est l'investissement affectif. Vous voyez, il y a la loi, c'est un peu comme le sorte de rail du TGV, vous êtes fixé sur les lois, vous ne pouvez pas en déroger. Ensuite, dans les modalités au quotidien, évidemment, il y a cet affect avec l'idée de distance thérapeutique, cette présence et cette distance. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la distance thérapeutique? C'est l'équilibre entre distance, présence. Voilà, proximité, distance. Donc, avant que nous passions donc au chapitre numéro 2, et plus particulièrement des sujets, y a-t-il des questions concernant, donc, je répète, tout ce que vous avez vu durant ces 30 dernières minutes, c'est véritablement point par point l'intégralité de votre programme difficile, école infirmière, donc unité de valeur droit, première année. Alors évidemment, maintenant, nous allons utiliser ces outils, non pas pour passer le concours difficile, puisque vous avez compris, c'est pas le but aujourd'hui, ça c'est ce qui vous attend dans 3 ans, mais au regard des préoccupations, donc dans un mois à l'écrit, puisque dans un mois je vais vous confronter à un sujet en relation directe avec ce que nous allons devoir, et à l'oral, donc puisqu'il n'y a pas de questions. Voici sujet donc de projection. Alors, Alexandre Tria pose la question suivante. Faut-il connaître par cœur la charte de la personne hospitalisée? Alors, je dirais que la connaître par cœur comme la fable de La Fontaine, ou le Notre Père, ou je vous salue, le Code de la route, non. La lire et la laisser de côté, non plus. Je dirais qu'il faut trouver une sorte de juste milieu entre la lecture et le fait d'apprendre par cœur. Il faut véritablement que vous, comment dirais-je, vous soyez capable de la restituer dans ses grandes lignes. Voilà. Évidemment, cela va faire écho avec ce que nous avons vu ce soir, puisque tous les articles de loi que nous avons commentés, lus ensemble ce soir, ne sont, enfin, sur le terrain à partir duquel vous pourrez évidemment comprendre et lire tous les articles. Les différents articles sont ancrés, sont enracinés dans les textes que nous venons de voir ce soir. Bien. Donc, sujet tiré des annales, vous qui vous destinez à la profession d'infirmier en 2016, que pensez-vous de la citation « N'est pas mort qui combat ». Voilà, donc je vous laisse 5 minutes pour apprécier ce sujet. Donc, vous pouvez très bien rencontrer ce sujet soit donc dans le cadre de la 3e question à l'écrit, soit à l'oral, et durant l'oral, donc évidemment, vous aurez 10 minutes pour préparer ce sujet. Donc, nous n'allons pas prendre 10 minutes, mais je vous laisse 3 à 5 minutes pour, sur votre bloc-notes, indiquer les grandes lignes et la problématique que vous dégageriez à l'oral. C'est à vous.
très bien. Donc, je vais tout simplement vous faire la démonstration de la mise, on va dire, mise en perspective de ce que nous venons de voir, puisqu'il y a Charlotte qui a vu, qui me pose la question, quel cours nous aide? Bon, donc si évidemment vous posez la question de quel cours nous aide, eh ça signifie que vous n'arrivez pas à faire le lien, et donc je vais le faire pour vous. Donc, Nina Kemali, pardon, vous posez une question, vous dites cette question soulève la question du soin en fin de vie, ou en cas de maladie incurable, et par conséquent le rôle de l'infirmière dans ce cadre. Certes, vous avez raison, Nina. Donc, je propose 3 éclairages, 3 approches. Première approche, la charte de la personne hospitalisée. Là, vous comprenez mieux pourquoi je vous conseille de maîtriser comme une partition de solfège cette charte. Dans la charte de la personne hospitalisée, il est dit noir sur blanc que l'infirmière doit mettre en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour permettre le rétablissement de la personne et soulager la personne et plus particulièrement redoubler d'efforts dans le cadre des soins palliatifs. Donc, évidemment, nous faisons le lien entre cet article et le fait qu'une personne qui combat, qui survit, votre devoir, évidemment, est de l'aider, l'accompagner, la soigner. Confère la charte, c'est une manière d'éclairer évidemment le sujet, une entrée en matière. 2. Ce combat, vous devez évidemment le mener, l'articuler à partir de votre formation, la formation continue, et en collaboration directe avec le personnel soignant, les aides-soignants. 3. Je fais le rapport avec l'idée que ce combat, c'est le malade qui le mène, et attention, pour que vous y participiez, il faut son consentement, je dis bien son consentement, et évidemment, je me réfère directement à ce que j'évoquais précédemment dans le cas de la loi Kouchner. Voilà une utilisation directe dans le cadre d'une approche thématique des différents points. Alors évidemment, n'est pas mort qui combat. On peut parler de l'instinct de vie, l'instinct de survie, mais pour donner, je dirais, de l'épaisseur à ce sujet, je le mets en relation avec les différents points que nous avons donc indiqués précédemment. Alors évidemment, Béatrice Lourme dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est évident que cet adage, proverbe, fait écho à ce sujet. Alors donc, Iman Medekel dit donc si je comprends bien, il faut compléter cette phrase et vous l'expliquer. Mon problème, c'est que je ne sais pas par où commencer et comment débuter. Voilà. Et en effet, Iman, je ne sais pas si vous m'avez écouté, mais j'ai décidé, je dis bien, j'ai décidé d'éclairer comme si je prenais une lampe torche à 3 reprises et à partir de 3 angles différents le sujet cité. Donc, une approche thématique. Iman Taleb, vous écrivez, le patient fait preuve de ténacité pour lutter contre la maladie. Le personnel hospitalier doit œuvrer pour son rétablissement. En effet, confère la charte de la personne hospitalisée. Dunja, alors, qu'est-ce que vous dites, Dunja? Je ne sais pas clairement exprimer la problématique dans ce cas. Bien. Donc, dans un cas comme celui-ci, vous allez soulever la problématique en montrant que ce sujet nous renvoie évidemment à la fin de vie, nous renvoie donc au combat, sous-entendu, ce combat, ce n'est pas seulement le malade qui le conduit, mais
ce combat, à partir du moment où vous le menez, vous le menez avec certains moyens et dans un cadre législatif très strict que vous allez voir. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la problématique ici, c'est évidemment concourir au maintien du malade, mais pas à tout prix. Voilà. C'est-à-dire que d'une manière indirecte, je dis bien d'une manière indirecte, il est question évidemment de la survie, mais également de l'acharnement thérapeutique. Lila, alors on peut parler des avancées des recherches scientifiques, oui, et donc c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, dans le plan que j'ai suggéré, j'ai fait écho donc à la loi Kouchner directement au niveau de votre nécessité eh bien, d'être informé, renseigné, la formation continue, le rôle propre et la relation à l'aide-soignante. Clara, donc, vous dites, je n'avais que deux axes, le combat de l'IDE, soutien, très bien, le combat du malade, Kouchner, très bien, mais ça fonctionne également, vous voyez, ça fonctionne, très bien. Alors, voilà, donc ça c'est les réactions de chacun. Sujet suivant. Nous sommes d'accord que ce soir, nous éclairons tous les sujets que j'appelle les sujets de type sujet projection, sujet de projection. Donc Clara, en effet, dans ce cas précis, vous fonctionnerez sur un plan en deux parties, ce qui n'est pas interdit. Il vaut mieux quelquefois deux parties qui tiennent la route, façon de parler si vous permettez l'expression, que le fait de vouloir à tout prix une troisième qui est boiteuse et qui ne tient pas, et qui, je dirais, n'a pas de fondement. Donc c'est à vous, 3 minutes, vous réfléchissez. Donc Nina, non, vous faites fausse route. Ursula, eh bien écoutez, si vous avez un problème technique, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais vous aurez le replay demain dans votre espace. Ursula, je reçois toujours les sujets, mais dès l'instant où vous les envoyez, il faut m'appeler. Alors, Alexandrine Malienou, oui, il en est question de la discrimination. Alors, donc, je vois que vous réagissez, donc nous allons considérer ce sujet. Alors, on parle de comportement incohérent, mais ne serait-ce pas plutôt nous qui ne comprenons pas? Bon. Donc, comprendre l'autre ou ne pas le comprendre signifie que l'autre est différent. Donc, ce sujet concerne la différence. Alors, la différence, c'est ne pas comprendre l'autre, soit parce que l'autre donc relève des pathologies psychiatriques, soit l'autre, on ne le comprend pas parce que il est sénile,
donc être sénile, la psychiatrie, évidemment, il n'y a qu'un pas, enfin, un pas, façon de parler, soit l'autre est différent, parce que justement, il appartient à une ethnie, une culture différente. Donc, bien évidemment, qu'il y a, donc d'une manière dissimulée à l'intérieur de ce sujet, la problématique, donc j'en reviens à la charte de la personne hospitalisée, sous-entendu, là, le chapitre que nous avons vu ensemble concernant la discrimination. Voilà. Dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur, et là, on vous dit, ah bon, vous entendez mal ce que le dit, ce que l'autre vous dit, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que c'est vous qui émettez mal, c'est lui qui comprend pas. Hein, sous-entendu, parce qu'il y a une relation à deux personnes, vous avez un émetteur, un récepteur, et le récepteur est à la fois l'émetteur, donc c'est une relation dialectique. Bon. Donc, c'est un sujet qui est relativement simple, sauf que vous devez le considérer, c'est ça le propre des sujets de projection, dans le cadre de la relation infirmier-malade. Alors, il y a des questions qui se présentent. Je pense aux droits du patient, charte du malade, oui, en effet, et Béatrice Lourme. 1. La compréhension des soins, la compréhension du patient et ses croyances, ses différences, le devoir d'approfondissement de la compétence. Tout à fait. Voilà, Béatrice, vous avez tout compris. Donc, je répète ce que dit Béatrice. 1. La compréhension des soins. 2. La compréhension du patient et de ses croyances ou de ses différences. 3. Le devoir d'approfondissement de la compréhension à tous les niveaux. Voilà. Donc, c'est à la fois une approche thématique, mais avec une certaine progression. C'est, je dirais, un sujet qui nécessite, à mon sens, le fait de mettre en perspective le sujet, mais hors structure hospitalière, c'est-à-dire montrer que c'est une problématique qu'on peut se poser même dans la vie courante, simplement le mentionner, attention, hein, il faut bien faire attention au fait que la question dit bien comment vous intégrez cette phrase au métier d'infirmier, d'accord? Mais je considérerais aisément une introduction où on prend le sujet dans un cas je dirais, général de la vie civile. La tendresse est thérapeutique, qu'en pensez-vous en tant que futur infirmier? Donc vous voyez que je reprends systématiquement des sujets où vous retrouvez le mot futur infirmier, future infirmière. C'est vraiment la marque de fabrique de cette typologie de sujets. Sujets qui sont très présents à l'écrit, j'insiste. Et évidemment, c'est ce qui vous attend le 11 janvier. Donc c'est à vous. Alors Noémie, la relation avec le patient, licence thérapeutique. Alors évidemment, oui, c'est un sujet qui est
très classique et très courant, donc évidemment qui concerne la définition de la distance thérapeutique. Déjà, la distance thérapeutique et les besoins par Virginie Anderson, soit. Faut-il faire le lien avec la distance thérapeutique? Alors oui, Kenza, ça c'est le moins qu'on puisse dire, Kenza. Alexandrine Mali. Si on parle de tendresse, il faut aussi parler de distance thérapeutique. Oui, tout à fait. Alors, c'est très simple comme plan. C'est très simple. C'est simple comme bonjour, en fait. Alors, attendez, qu'est-ce que vous dites là? Moi, je dirais, Iman Medekel. La présence de l'infirmier, c'est-à-dire être là pour le patient dans un second temps, distance thérapeutique, en essayant de ne pas être là. Parfait, Iman. Bravo, Iman. Je vous tire mon chapeau. Bravo. Être proche du patient, l'on peut parler de caring. Oui, tout à fait. Vous l'avez dans le document, dans votre espace privé, sur Visio-Prépa. Oui, Iman, ce que vous dites n'est pas faux. Alors, ensuite, Béatrice. Alors, Béatrice, qui est très inspirée ce soir. Oui, alors, le plan que j'ai de mon côté, que je viens de plus ou moins de rédiger, le vôtre, se ressemble étrangement. Alors, je lis le plan de Béatrice Lourme. 1. La tendresse ou empathie. 2. Le rapport maternel au malade. 3. Les limites ou distances thérapeutiques. Voilà. Alors, moi, de mon côté, je suggérais 1. La tendresse, elle est thérapeutique, mais pas seulement à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est, je dirais, un tic chez moi. Lorsqu'on me dit de considérer la tendresse ou quoi que ce soit dans le cas d'un infirmier de l'hôpital, dans un premier temps, je le considère hors hôpital, et puisque je suis désolé, la tendresse, elle est thérapeutique, dans le cadre, je dirais, de la vie courante. Mais c'est simplement une manière de lancer le sujet. Et donc, je rejoins Béatrice en parlant de la tendresse donc en tant qu'acte thérapeutique. Ensuite, je considère la tendresse dans le cadre de l'hôpital. Et là, évidemment, je m'interroge sur les limites et donc la définition de la distance thérapeutique. Mais cette prise de distance ne doit pas, je dirais, entraîner une absence de présence, puisqu'il y a un équilibre entre la nécessité de se préserver et la nécessité d'être présent authentiquement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a ici l'équilibre entre les deux, et c'est évidemment ce qui passionne les jurys au concours. Alors, Imen, l'infirmier sera parfois impliqué émotionnellement, même si oui, tout à fait, c'est distance thérapeutique. Ok. Ensuite, Clara, le soin métier implique un engagement pour l'autre, une compassion, mais attention, peut-on se monsieur distance thérapeutique. Tout à fait. Votre plan est parfait, Clara, vous avez tout compris. C'est simple comme bonjour. Voilà. Donc, un sujet simple. Et nous allons le voir par la suite, mais je me permets d'insister. Je l'ai dit précédemment, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Le sujet suivant. Doit-on prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Je répète, donc je l'ai cité plusieurs fois depuis le mois de septembre. Mais vous allez comprendre pourquoi je répète encore 11 fois, 12 fois, je répéterai même 20 fois. Doit-on prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Bon. Alors, au mois de septembre, j'ai coaché plusieurs jeunes d'APHP. J'ai simulé sur Skype ce sujet et le jeune en question, M. Delumeau, est tombé sur le sujet. Si je devais compter le nombre de fois que j'ai interrogé, que j'ai préparé des candidats comme vous sur ce sujet et que les candidats sont tombés au concours sur le sujet lui-même, c'est relativement conséquent. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire un focus particulier sur ce sujet, car c'est vraiment le sujet qui ressort partout depuis des années et des années. C'est le sujet le plus aimé et apprécié par tous les jurys de France.
Donc, faut-il prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Voilà, c'est une parenthèse. Iman. En fait, ce sujet, il nous oblige à considérer le rapport avec le patient, comme je dirais, nécessitant une proximité. Oui, Iman, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Alors, Iman Bedekel dit oui, il est tombé dessus, Romuald. Voilà. Sacré Romuald. Bien. C'est à vous. Alors, Clara, on parle en milieu hospitalier. Là, non. Euh, Avec Clara, on parle du milieu hospitalier et on parle que du milieu hospitalier. Ceci dit, dans plusieurs publications, vous trouverez des articles, enfin des études, où on vous annonce non pas 10 ans, mais 7 ans. Oui, Junja, il en est question. Alors, je suppose que vous avez tous euh, admis et compris que nous sommes ici de plein pied sur un sujet de typologie analytique. Euh, vous n'avez pas le choix. Un, vous devrez faire un constat. Euh, donc Nina, le plan que vous proposez, à mon avis, laissez-le de côté et comparez-le avec celui que je vais vous donner maintenant. Béatrice. Donc Béatrice, qui est efficace en matière de plan, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose éviter l'assimilation à la situation ou à la personnalité d'un patient. Alors attendez, j'essaie de comprendre ça. Éviter l'assimilation, ouais, c'est peut-être la distance thérapeutique, ce truc-là. Être clair dans sa tête pour être objectif, la distance thérapeutique évite les erreurs de jugement. Oui. Donc là, Béatrice, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors je m'explique. Avec un sujet comme celui-ci, et c'est le cas dans le cadre de nombreux sujets, vous devez impérativement faire un constat. Voilà. Je dis bien le terme constat. Chercher, étayer, prouver, mentionner, répertorier. Confère, évidemment, Clémentine Fench. En fait, c'est très simple. Vous apprenez par cœur le contenu de la vidéo sur YouTube Clémentine Fench, F-E-N-S-H, et c'est votre constat de départ. 1. 2. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement,
c'est l'idée du burn-out, des 35 heures, des conditions, des grèves. Donc là, vous classifiez, vous classez tout ce que je viens d'évoquer, mais en fait, c'est le constat qui entraîne cette réalité, à savoir durer 10 ans. Pas compliqué, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Je dis bien, vous ne pouvez pas faire autrement. Dureté du métier, le fait de porter la souffrance, le fait de ne pas pouvoir prendre de pause, donc c'est très simple. Vidéo Clémentine French, point. Évidemment, point suivant, on ne peut pas y échapper, comment y remédier? Sauf que je vais dissocier la réponse comment y remédier en grand A avec les moyens extérieurs, équilibre dans la vie, sport, etc. Et grand B, la distance thérapeutique, la formation, le fait de se préserver dans la relation avec les malades. Donc, vous voyez que ces deux parties s'articulent d'une manière très logique. Et attention, j'opère une subdivision entre les moyens extérieurs et les moyens internes. Et j'organise une troisième partie avec l'idée que, au fond, lorsqu'on parle de carrière professionnelle, donc dans le cadre de la fonction hospitalière, de l'hôpital public, du service public, puisque ce sujet peut être décliné de la manière suivante, la carrière professionnelle d'une infirmière dans le cadre du service public, vous voyez, dure en moyenne 10 ans, parce qu'en fait, c'est ici, c'est pas dit dans le sujet, mais ce qui est visé, c'est le service public. Et donc, vous pouvez, en troisième partie, mentionner que ce métier peut vous permettre de devenir IDEL, infirmière libérale, infirmière scolaire, et donc sortir du cadre donc initial, à savoir de la carrière professionnelle à l'hôpital. Voilà un plan qui est très logique, très simple, et un plan donc qui est analytique. Donc en effet, Imen, vous l'aviez mentionné dans la pluridisciplinarité, ok, pardon, pluridisciplinaire, voilà, ok, ok, très bien. Peut-on également parler de la profession dans le libéral? Oui, comme je viens de le faire, vous voyez, à l'instant. Et évidemment, Nina, la relation à l'autre, le fait de s'épauler, de se remplacer. Très bien, donc si Clara, c'est ce que vous pensiez, c'est parfait. Pardon, je vois que parmi vous, certains commencent à avoir les réflexes. C'est à vous. Oui, Kenza. Bien. Donc, je vous rappelle que dans le cadre donc
de l'hôpital du service public, et dans l'esprit de la fameuse loi de 1905, vous devez, donc en tant qu'agent du service public, ne véhiculer aucun signe religieux ostentatoire et ne faire aucun prosélytisme, donc concernant telle ou telle religion ou croyance. Vous devez donc appliquer cette loi, mais qui concerne pas seulement l'hôpital, qui concerne la préfecture, la mairie, le lycée, le collège. Donc ici, on peut tout simplement considérer le professeur qui fait son cours d'anglais au lycée André Malraux, lycée public du quartier, et donc vous, infirmière, au même titre que vous êtes un agent du service public, au même titre donc que le professeur ou le secrétaire de mairie. Donc de ce point de vue, l'entrée en matière, c'est justement de considérer cette problématique d'une manière générale. Vous voyez que j'ai toujours la même technique qui consiste, un peu comme l'entonnoir, à prendre le sujet dans, je dirais, cet aspect, toute sa largeur, et le considérer, le remettre dans un cadre beaucoup plus général. Donc, explication de la laïcité de cette loi, dont évidemment on parle depuis 5 ou 6 ans, d'une manière très abondante. Bien. Deux, évidemment, vous l'avez tous noté, il y a la problématique donc de la laïcité, ici au regard de Kouchner, et donc de l'absence de discrimination. Bon. Si je fais le rapport entre l'hôpital et la société civile au même titre que le lycée, eh bien, c'est tout simplement parce que l'hôpital est le miroir de la société. Et d'ailleurs, le sujet, l'hôpital est-il le miroir de la société, c'est un sujet, donc, tiré des annales, que Clara a d'ailleurs brillamment souligné. Donc, nous avons bien deux axes. L'axe loi 1905, hôpital, miroir de la société, comparaison avec le collège, etc. Deux, l'application donc de cette directive et plus particulièrement à l'intérieur de la charte de la personne hospitalisée. Voilà. Et le tout est joué. Alors, Nina, vous dites l'infirmière est une sainte laïque. Oui, ça me dit quelque chose. Alors, l'expression l'infirmière est une sainte laïque, c'est une expression donc, que j'ai inventée dans le cadre d'un article qui circule un peu partout. Et c'est vrai que je trouvais très amusant, puisque je ne sais pas si vous l'avez récupéré dans l'article que j'évoquais ici, Nina, mais l'expression intégrale est l'infirmière est une sainte laïque mal payée. Qu'en pensez-vous? Je répète, l'infirmière est une sainte laïque mal payée. Qu'en pensez-vous? Et donc vous dites, le soin n'est qu'une religion, ni une conviction, mais bien de humaine. D'accord? Donc évidemment, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. En quoi consiste à l'hôpital? Comment y faire face en tant qu'infirmier? Oui, Charlotte, c'est alors comment y faire comment faire face, je ne sais pas trop ce que vous allez noter ensuite. Alors, Iman, Medekel, je dirais 1. Développer l'article lui souligne le fait de la connaissance de toute personne, quelque chose de oui, voilà, tout à fait, donc vous avez compris que ce que nous avons évoqué précédemment va vous servir. Alors, F. Vincent, est-ce que vous voyez mes questions? Non, je ne les vois pas.
Non, moi simplement votre question. Enfin, celle que vous posez. Alexandra Malinou, la laïcité, l'hôpital service public, charte des responsabilités. Oui, oui, tout à fait, voilà. Et Clara, confiance du patient qui passe à la neutralité du soignant. Tout à fait. Excellent. Vous voyez que l'outil juridique précédent est utile. Alors, Ève, Vincent, voyez-vous mes questions? Je vous ai posé quelques-unes, mais vous ne l'avez pas relevé. Ah ben non, excusez-moi. Parce que là, ça défile très rapidement, donc quelquefois, je clique et je perds la question. Donc, désolé, veuillez m'excuser, Ève. Pop, pop, pop. Alors, Béatrice, non, non, non. Laissez de côté cette tarte à la crème philosophique qu'on trouve dans tous les manuels de terminale. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. N'allez pas sur ce terrain-là, vous allez vous noyer. Quand je dis vous noyer, on pourrait faire la relation, mais on est beaucoup plus terre à terre au niveau de la résolution et du plan à mettre en œuvre. Alors, Ève, renvoyez-moi la question. Euh, Ève Vincent. Alors, j'attends la question d'Ève Vincent. Et je vous donne le sujet. Donc, j'attends la question d'Ève. Ève, allez-y. Et pour les autres, allez-y. C'est à vous. Sujet suivant. Ah, donc attention, vous n'avez pas le mot infirmier, mais dois-je évidemment le souligner que je vous tends la perche pour considérer la problématique à l'intérieur de l'hôpital, cela va de soi. Alors donc Ève, ah bon, très bien entendu. Parfait, c'est à vous. Bien. Alors donc Ève, c'est vous qui attaquez. Donc 1, motivation et compétences. 2, prérequis. 3, le métier. Bof, bof, bof. Clara, notre philosophe. Alors, qu'a dit Clara? Motivation et implication humaniste. Pourquoi humaniste? Une vocation, une formation diplôme d'État, une formation continue. Attention, Clara, vous êtes parti à 100 à l'heure tout de go, hôpital. Ce n'est pas mentionné. Ah, enfin, Jean-Yves, je me demandais si vous étiez en train de faire la sieste. Ce sujet soulève la problématique de la condition nécessaire, mais pas suffisante. Exact, Jean-Yves. Il est question ici de la condition nécessaire. Il faut bien comprendre la différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante. Il est nécessaire
d'être motivé pour travailler professionnellement, consciencieusement, efficacement, mais il ne suffit pas de donc d'être motivé pour être professionnel. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle conditions suffisantes, conditions nécessaires, nous sommes de plein pied, bien évidemment, sur un sujet de type dialectique. Donc, nécessaire, oui, mais pas suffisant. Première partie. Deuxième partie, l'importance de la formation. Troisième partie, on bascule côté hôpital. Donc, trois volets. Mais bien évidemment, le cœur, je dis bien le cœur du problème, c'est le distinguo, la différence entre la condition nécessaire et la condition suffisante. Qui ne comprend pas la différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante? Est-ce que tout le monde a bien saisi le sens du sujet et le fait qu'il s'agisse ici d'un sujet de type dialectique? Alors, dialectique au sens où il y a une thèse, à savoir c'est une condition nécessaire, et donc une nuance, mais non pas suffisante. En ce sens, il y a une dimension dialectique. Eh bien, en fait, Nina, j'ai pris le sujet sous cet angle-là, mais ce n'est pas une obligation. J'organise une troisième partie où je bascule, c'est-à-dire je fais, je transpose le sujet à l'intérieur de l'hôpital. Voilà. Alors, Ève, Vincent, vous n'avez pas compris la première partie. Eh bien, la première partie consiste à distinguer donc les deux types de conditions, puisque on distingue en général les conditions nécessaires. Il est nécessaire de, et il est suffisant, il suffit de. Donc, l'idée de parler de motivation comme étant nécessaire, mais évidemment, si vous n'êtes pas motivé dans votre engagement professionnel, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il faut être motivé. Donc, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas parce que vous êtes motivé que vous serez professionnel. Donc, c'est une condition qui est nécessaire, mais non suffisante. Voilà le cadre, donc, le périmètre de la première partie. C'est à vous. Attention, sujet pot de banane. Oui, Iman, je réponds oui à votre question. Alors, Nina, oui, mais il faut aller plus loin. Alors, je vends
je vends la mèche, en quelque sorte. Je vous conseille, dans les jours suivants, bien travailler ce sujet, puisque là, vous avez une version, donc, typologie sujet à l'oral, et sans en dire plus, mais rien que pour exciter votre imagination, sachez que le concours numéro 5 que je vous ai préparé au mois de janvier, c'est ni plus ni moins que, je dirais, un sujet fidèle et ancré sur la même problématique que ce sujet à l'oral. Alors, il faut distinguer le respect dans le cadre des droits de l'homme, dans les cadres de cette valeur qui consiste à respecter l'autre, avoir une relation fraternelle avec l'autre, le respecter dans sa différence, donc d'une manière, je dis bien, générale, et le respect dans le cadre de la déontologie et dans le cadre de la charte et de la loi Kouchner. Et donc, ce que l'on vous demande ici, la question au fond est la suivante. Est-ce qu'il y a une différence à respecter l'autre en dehors de l'hôpital, sous-entendu dans le cadre de la vie civile, et le respect dans le cadre de l'hôpital? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Voilà la question. Dans le cadre de l'hôpital et conformément à ce que nous avons vu précédemment, c'est de votre part une obligation. Bien, cette obligation, on peut évidemment la considérer dans le cadre de la vie de tous les jours, sauf que là, vous n'avez pas un texte qui vous y oblige. Donc, respecter l'autre, vous le respectez donc du fait de la morale, et vous respectez l'autre du fait du droit, des lois. Donc, le fait de transposer cette problématique à l'intérieur de l'hôpital, eh bien, c'est le fait de distinguer votre morale personnelle, le fait de, évidemment de vous conduire tous les jours dans la vie civile, donc respectueusement au regard donc d'autrui, et lorsque vous prenez la blouse blanche, donc lorsque vous travailler en tant qu'infirmière, c'est la même chose, sauf que là, c'est une obligation professionnelle, puisque si vous prenez la charte et les textes que nous avons vus précédemment, bien évidemment qu'il y a une valeur universelle, il y a une valeur humaniste qui n'est pas spécifique au métier d'infirmier. Voilà. C'est ce que dit d'ailleurs Charlotte qui avait, vous avez bien vu, vous avez compris. Euh, Tout à fait. Donc, Béatrice, vous avez bien répondu, bravo. Et voilà, tout à fait, Clara. Donc, je vois que ce soit Jean-Yves, Clara ou Béatrice, vous avez brillamment compris et répondu au sujet. C'est à vous. Donc, attention, j'ai ratissé large. Euh, Puisque professionnel de santé, ça ne nous renvoie pas uniquement et seulement aux infirmiers et aux infirmières, nous sommes d'accord.
j'apprécie l'humour de Clara. Euh, en effet, euh, vous coupez l'herbe sous les pieds. Cela rejoint les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Enfin, ça rejoint dans une certaine mesure. Jean-Yves, comment traiteriez-vous le sujet? Alors, Jean-Yves, vous dites la problématique est celle du respect des personnes exemplaires. Donc, vous sous-entendez que le devoir du professionnel de santé est de démontrer une certaine exemplarité. Donc, Iman Medekel, oui, je vous donne raison. Et Vincent, je vous donne raison également. Alexandrine Malienou, je comprends pas trop ce que vous voulez dire. J'ai l'impression que là, vous vous êtes égaré. Ok. J'attendais la réponse de Jean-Yves. Vous affirmez, Jean-Yves, que en matière de santé publique, euh, le professionnel de santé se doit d'être exemplaire. Mais permettez-moi de me poser la question suivante. Conformément à la loi Evin, bien évidemment, cette loi est rentrée dans les mœurs. Le professionnel de santé, s'il fume, c'est tout simplement chez lui. Bon, comme le disait Clara, le cordonnier le plus mal chaussé, sous-entendu, on peut très bien être cardiologue et fumer des Monte Cristo ou des Cohiba. Ce sont des cigares. Et de ce point de vue-là, certes, il est peut-être condamnable moralement, sous-entendu, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien, façon de parler, puisque la morale n'interdit pas de fumer. Mais disons que fumer nuit à la santé des autres, tabagisme passif, et nuit à la santé de celui qui fume. Et c'est un acte libre. Donc, dans l'absolu, il est préférable de donner l'exemple, puisque c'est difficile de dire aux autres voilà ce qu'il faut faire et sans s'impliquer à soi. Voilà. Voilà comment j'aborderai la chose. Ensuite, le doivent, c'est-à-dire le verbe devoir, moi personnellement, mais c'est certainement mon côté un peu anarchiste, je serais tenté, je dirais, d'analyser à deux fois et montrer que tout simplement il en est de sa propre liberté du professionnel que de fumer ou de ne pas fumer. Alors Ève Vincent dit que sa dentiste est fumeuse, voilà, c'est la blague du soir, merci de nous renseigner sur votre dentiste. Et Clara, en trois, pour prendre soin d'eux, les professionnels devraient arrêter de fumer pour donner l'exemple. Bon. Euh, Nous sommes arrivés au terme du sujet et je crois qu'on a tout dit. Euh, alors attendez, voilà.
celui-ci rejoint évidemment celui que nous avons vu précédemment. Bon, je crois que vous avez compris qu'il s'agit ici évidemment de la distance thérapeutique. Voilà, donc sujet dialectique par excellence. Proximité, oui, mais pas trop, sous-entendu, avec une certaine distance pour se protéger. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'on peut passer, vous l'avez compris. Allez, une variante. Vous l'avez compris, là, nous sommes vraiment dans une famille de type dialectique. Je parlais de la typologie du sujet, évidemment. Alors, Ève. Ok. Alors, Iman Nedekel. Alors, j'aurai en tout premier les inconvénients, les objets dangereux et nocifs que l'infirmier sera amené à toucher, les risques de contagion et surtout les maladies qui risquent d'attraper comme un. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas tout, comme dirait l'autre. D'accord pour Charlotte. Ok, alors. Alors Jean-Yves, ce sujet nous renvoie au risque d'identification, certes, mais nous allons élargir le champ. Alors, danger des risques d'erreur, danger affectif varié de contagion et infection, ok. Alors, personnellement, j'adopterai une posture donc que je qualifierais de dialectique au sens où j'apporte une thèse sur un plateau. Je dis bien j'apporte une thèse sur un plateau au sens où je vais démontrer que ce métier peut être considéré comme étant dangereux à partir de 5 thématiques. Donc 5 arguments. Un, les urgences. Il y a 7 mois, une infirmière donc aux urgences a été hospitalisée elle-même, donc 3 mois, puisque un patient lui a cassé une chaise sur la tête. Donc lui, en revanche, il a été interné, je crois qu'il a eu 6 mois ferme, il me semble. Les urgences, évidemment en psychiatrie, confère l'infirmière qui s'est fait égorger il y a un an. 3, l'usure, la fatigue, le fait de porter la souffrance des autres, etc. 4, contamination, risque évidemment infection. 5, dangereux au sens de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a une mise en danger, des conséquences dans le cadre donc de négligence ou de faute. Ça, c'est le grand 1, c'est-à-dire le constat. Vous voyez que systématiquement, et ça je voudrais vraiment que vous reteniez cette posture, constater, constat. Bien. Thèse,
nuance, d'où la nécessité de se préserver. Donc, distance thérapeutique, et je continuerai en soulignant que de nos jours, les patients sont de plus en plus exigeants. Et j'ouvrirai donc une conclusion ou troisième partie, et je retombe sur mes pattes, à savoir les statistiques qui montrent qu'une infirmière a une durée de vie de 10 ans. Il n'y a pas de fumée sans feu, et c'est justement parce que c'est difficile et dangereux que la durée de vie donc est aussi faible. Voilà, et le tour est joué. Bien. Ça, c'est le cadeau de Noël. Exact, Jean-Yves. C'est du dialectique. Mais je vous donne un petit truc. Très très fréquemment, lorsque l'intitulé donc commence par pensez-vous que, euh, en général, le plan dialectique est en adéquation. Donc, Nina, en effet, vous avez compris. Imen, vous avez compris. Exact pour Kenza également. Donc, évidemment, vous avez vu que lorsqu'on a quelques outils en main, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je dirais, grand 1, la loi le permet, confère ce que nous avons vu précédemment avec la Kouchner. 2, c'est un effort permanent qui répond à la situation du patient de vulnérabilité et d'ignorance. 3, d'où la nécessité d'être présent et proche au chevet du malade. C'est à vous. Alors Béatrice, oui, quoique je ne comprends pas trop ce que vous entendez par surinformation, mais pourquoi pas. Donc évidemment là le spectre est très large, hein, le spectre est très très large. Euh, D'accord Béatrice, ok. Oui, de ce point de vue, ça colle, vous avez raison. Donc là il va falloir faire un effort, il va falloir être exhaustif. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous tous, me dire quel est le type de plan que vous allez utiliser là? Donc en effet, Jean-Yves, c'est celui-là, hein, évidemment. Donnez-moi, la plupart d'entre vous, si c'est un plan analytique, dialectique ou thématique. Oui, Clara, oui, Nina, oui, Iman. Allez, les autres, réagissez. Non, Kenza. Non, Charlotte. Oui, Alexandre. Non, Alexandrine. Non, Béatrice. Oui, Manon. Imen, c'est bon. Yann, en effet, c'est un plan thématique.
obligatoirement. Donc à vous maintenant d'aménager les thèmes comme bon vous semble. Donc là c'est très simple, hein. Vous allez avoir un axe présence, empathie, humaniste, un axe technicienne, rigueur, un axe réactivité, volonté, urgence, voilà une possibilité. Donc, alors, Clara. Oui, là, en effet, vous êtes totalement perdu, Clara, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vois que Clara et Iman rentrent dans l'opposition rôle propre, rôle prescrit. Euh, Entre nous, hein, on peut s'en passer, hein. Donc, la posture, la définition humaniste, technicienne et volontaire, c'est-à-dire un peu le soldat du feu, l'urgentiste, le côté un peu, je dirais, le soldat, en quelque sorte. Bon, voilà, vous avez vos trois thèmes. Ensuite, et c'est la cerise sur le gâteau, nous parlerons du service public. Iman, vous me dites, en fait, on ne dit pas ce que c'est qu'un infirmier, mais enfin, ses rôles. Le degré de congruence, ce qu'on appelle le degré de congruence, c'est la différence entre la réalité d'un objet et la représentation qu'on s'en fait. Donc, la représentation que vous en faites, soit c'est une dimension, une vision humaniste, soit une vision très blouse blanche, technicienne, bloc opératoire, soit une vision très, on va dire, soldat du feu, c'est-à-dire urgentiste. Et donc, nous avons nos trois thèmes. Et voilà, le fameux, donc celui qu'il faut connaître. Donc, je vous le donne une dernière fois. Et je peux le dire, parmi tous les candidats de ce soir, ceux qui m'écoutent, il y en aura au moins un ou deux qui tombera là-dessus à l'oral. Donc, évidemment, euh, il s'agit de la distance thérapeutique. Donc, un, la proximité, et deux, la distance. Et donc, c'est ce que nous allons voir juste après. Donc, si vous me permettez, je vais passer à la diapositive ensuite, puisque j'ai prévu une conclusion où, évidemment, je vais reprendre cela. Alors, justement, c'est une conclusion qui, en quelque sorte, fait écho directement au sujet que nous venons de voir. C'est une conclusion. Alors, la distance thérapeutique, c'est-à-dire prendre soin de soi, n'est-ce pas, pour mieux prendre soin des autres, cette distance thérapeutique, au-delà du cadre juridique, puisque vous avez compris que je suis parti du point de départ, à savoir le cadre juridique, et à l'intérieur du cadre juridique, cette relation, donc voilà, dans le cadre de Kouchner, c'est cet engagement, cet investissement, cette relation dans, je dirais, l'affect, où il faudra considérer donc l'acte, cette présence, hein, la présence humaine pour justement réconforter, cette écoute véritable, le respect chaleureux, j'aime beaucoup cette expression, respect chaleureux, cette disponibilité également, en 6, il faudrait rajouter disponibilité, et confère Kouchner, ce que nous avons vu, cette relation de confiance. Voilà, je vous invite, ce sont des mots très simples, donc du Larousse, très très simples, des mots de tous les jours, mais en fait ce sont des mots très forts qui véritablement signent quoi donc. Eh bien, je terminerai par ce concept, donc qui est un concept clé
hein, je dis bien, c'est un concept clé, la distance thérapeutique. En quoi ça consiste? Ça consiste à ajuster la relation thérapeutique. L'empathie, la présence, cette humanité est primordiale dans le rapport thérapeutique, d'où le sujet, la tendresse est-elle thérapeutique, mais elle est souvent difficile à piloter, c'est-à-dire qu'un excès de proximité, n'est-ce pas, un excès de proximité, un excès de distance, eh bien, peut entraîner, en quelque sorte, une image, une brûlure. S'identifier, rappelez-vous ce que l'on a vu dans le cas du transfert, la projection, peut bien évidemment entraîner des mésaventures. Donc, trouver et gérer la bonne distance thérapeutique est une sécurité psychologique pour l'aider et l'aidant, transfert contre transfert. La bonne distance est très variable suivant chacun. Trop près, c'est risquer de tomber dans une relation de type fusionnel, ou trop loin, et dans ce cas, vous n'allez plus rien entendre de la souffrance de l'aider. Donc, je trouve que finalement, c'est une conclusion qui est simple, cependant, tous les sujets que vous aurez à traiter, eh bien, tous ces sujets à l'oral et quelques-uns à l'écrit vont consister justement à trouver cet équilibre. Pas trop loin et pas trop près. Alors évidemment, je suis désolé de parler ainsi, ça a l'air ridicule, mais au fond, la distance thérapeutique, c'est cette juste distance symbolisée par le vouvoiement, symbolisée par la blouse. Ceci dit, je vous invite à aller dans évidemment votre espace Visioprépa avec votre code secret. Je vous invite à aller dans le métier d'infirmier et à retrouver Françoise Favier, donc cette infirmière que j'interviewe donc dans votre espace. Il faut remettre le code. Ça dure 40 minutes et mais peut-être que au fond, mais vous allez relativiser parce que cette infirmière qui habite à Arles, qui a 65 ans, que j'ai vu d'ailleurs encore cet après-midi, et qui est infirmière depuis 45 ans, eh bien, lorsque je lui pose la question, est-ce qu'une infirmière pleure ou elle a le droit de pleurer? Eh bien, elle nous dit que finalement, elle n'a fait que ça pendant toute sa carrière. Alors évidemment, cette fameuse distance thérapeutique, il va falloir eh bien, la reconsidérer, puisque la distance thérapeutique dans les livres, c'est bien, mais dans la réalité, c'est peut-être un peu différent. Tout à fait, Clara, bien vu. Euh, alors, Charlotte Chiavé, vous pouvez m'appeler demain à partir de 9h, voilà. Donc, j'ai terminé. C'était le dernier épisode donc des webinaires 2016. Nous allons nous retrouver donc, pardon, en début 2017. Bien évidemment, j'ai des rendez-vous individuels avec certains. Alors, je serai absent, c'est-à-dire je ne prendrai pas de rendez-vous du 30 au 2. Voilà, du 30 au 2, donc une petite coupure. Euh, Sinon, bien évidemment, je reste sur le pont. Voilà. Donc, je vous remercie pour eh bien, cet échange et cette moitié d'aventure, puisque nous allons bien évidemment prendre la deuxième partie qui, elle, va s'accélérer. Donc, Imen, eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite également de bonnes fêtes. Jean-Yves, rendez-vous demain à 14 heures. Bon pied, bon oeil. Voilà. Merci Nina. Également, passez de bonnes fêtes, les plus chaleureuses possibles. Clara, à demain. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Alexandre et passez de bonnes fêtes, je vous le souhaite. Béatrice, rendez-vous au téléphone dans 20 secondes, dans 2 minutes, montre en main. Voilà. Bonsoir Alexandrine, merci. Bonsoir Ayane.
Bonsoir Kenzie, vous n'avez pas à me remercier, c'est normal. En effet, Béatrice, c'est le bon numéro. À jeudi, Mélissa. Voilà. Merci à tous et rendez-vous donc individuellement jusqu'au 30 et sinon pour la plupart donc en 2017. Bon courage à tous et bonne révision.